Oui. Mhm. Donc, grand plaisir pour moi d'accueillir le professeur Alexandre Hertic, hein, qui travaille depuis de nombreuses années sur la pathologie materno-fétale et notamment la prééclampsie, et chef de service du service de néphrologie de dialyse et transplantation rénale à l'hôpital Foch à Suresnes. Voilà. Eh ben, merci Alexandre, et du coup, on t'écoute. Ben, merci beaucoup à vous deux. Donc, c'est toujours un plaisir de parler de ça. Et donc, merci pour l'invitation. Donc, si je prends la main, voilà, on va commencer par un QCM que je pense Rémi va lancer sous forme de sondage. Voilà. Et l'insuffisance rénale aiguë, alors en fin de grossesse, vous allez voir, on va surtout parler de la fin de grossesse, en tout cas de la deuxième moitié de la grossesse. Pour vous, est un problème qui a une incidence croissante ou décroissante? Est-ce que c'est modifié par des modifications d'introduction récentes? Est-ce que c'est directement influencé par la présence d'un placenta? Est-ce que c'est ou pas une nécrose tubulaire aiguë? Et est-ce que finalement ces patientes sont souvent biopsiées ou pas? Je vous laisse du coup peut-être une minute. On va vous donner quelques secondes, hein. Voir si tout le monde est réactif. Bon, il y a déjà un votant. Ça monte bien. N'hésitez pas à voter, il y a plusieurs réponses possibles. Et puis en plus, il y a comment dire, pas de pression parce que toutes les réponses sont discutables comme dans tous les QCM. Enfin. On se donne encore quelques secondes pour les derniers indécis. Ok, je vais mettre fin au vote et voici les principaux résultats. Donc la plupart pensent que la prééclampsie est directement influencée par la présence d'un placenta. Ouais. Et un peu moins de la moitié que l'incidence est décroissante dans les pays riches et le plus souvent également associée à une nécrose tubulaire aiguë. Alors, la réponse majoritaire est la bonne, hein, c'est-à-dire que vraiment ce qui rend la femme très sensible à une insuffisance rénale aiguë, et c'est connu depuis longtemps, vous allez le voir, c'est la présence d'un placenta qui produit des protéines qui ont un effet anti-angiogénique chez la mère et qui la prédispose à une insuffisance rénale aiguë quand il se passe quelque chose. En fait, pour l'incidence, c'est plutôt quelque chose qui décroît dans les pays pauvres et qui augmente dans les pays riches. On va voir qu'il y a des médicaments d'introduction récente qui jouent un rôle, mais si on les utilise à bonne dose, il n'y a pas de crainte à avoir. Et puis, en effet, en général, quand il y a une insuffisance rénale aiguë, en tout cas sévère, c'est une nécrose tubulaire aiguë toute bête qui nécessite très très rarement une biopsie rénale à visée diagnostic ou pronostic. Donc en fait, bon, ça c'est la plus vieille diapositive de mon ordinateur, hein. Il est connu depuis bientôt 100 ans qu'en fait, quand on est enceinte, on est particulièrement sensible à une agression rénale. Ça, c'est un médecin autrichien qui avait un modèle de nécrose corticale, quelque chose qu'on ne voit pas beaucoup en médecine, mais qu'on voit encore un peu dans le contexte obstétrical, où il y a une insuffisance rénale aiguë liée à une nécrose, non pas des tubules, donc qui vivent à la jonction corticomédulaire, hein, mais du cortex où vivent les glomérules. Alors évidemment, c'est irréversible parce que les glomérules ne régénèrent pas. Et cette nécrose corticale, elle peut être induite chez le lapin quand on injecte 2 fois de suite le LPS, qui est une des, on va dire un des composants de la paroi des Escherichia coli, des bacilles gram-négatifs. Mais si le lapin, donc en l'occurrence la lapine, est enceinte, on dit gravide pour un animal, il suffit d'une injection pour induire une nécrose corticale dans ce modèle. Donc on sait depuis très longtemps que quand on est enceinte, enfin quand un mammifère est enceinte, son endothélium rénal est particulièrement susceptible à une agression. Et comme la majorité d'entre vous
l'ont coché. C'est lié au fait que quand on est enceinte, en fait, on a un organe supplémentaire, le placenta, qui est un organe assez complexe, qui produit des choses qui passent dans le sang maternel et qui modifient un petit peu l'homéostasie, on va dire, endothéliale. Alors, le placenta, c'est quelque chose qui est apparu il y a très longtemps dans l'évolution, hein, puisqu'il y a 65 millions d'années, donc 300 000 ans après l'extinction des dinosaures, les descendants, on va dire, ont été mis dans des poches externes pour les marsupiaux. J'ai mis un kangourou là, mais en fait, il y a beaucoup plus de métatériens, comme on dit, donc avec une poche externe qu'on pense. Et puis, la poche peut être interne, donc c'est ce qu'on appelle le placenta des eutériens. Donc, nous sommes des eutériens, qui est évidemment le mode de reproduction aujourd'hui le plus fréquent. En tout cas, qui nous concerne, nous, les mammifères. Alors moi, je ne suis pas obstétricien, je vous mets juste ça pour que vous ayez une idée d'à quoi ça ressemble en pratique. C'est un schéma, mais qui permet de mieux visualiser les choses. Vous voyez qu'en fait, le placenta, c'est une sorte de lac de sang maternel. Le sang arrive par les artères spirales utérines et repart par les veines utérines. Et puis, dans ce lac maternel baignent des villosités placentaires, donc qui sont recouvertes par un épithélium, hein, qu'on appelle les cytotrophoblastes, qui contiennent les vaisseaux fœtaux. La particularité dans l'espèce humaine, qui explique qu'en fait, probablement en tout cas qu'aucune autre espèce ne fait de prééclampsie, dont on va discuter ensuite, c'est que l'invasion par le placenta du mur utérin est très profonde par rapport aux autres mammifères en tout cas. Et l'invasion se fait par, pareil, des cellules épithéliales placentaires, les cytotrophoblastes, mais extravilleux, en dehors des villosités, qui viennent en fait coloniser les artères spirales utérines, ronger la couche de cellules musculaires lisses. Donc au passage, ça permet l'écoulement de sang sans aucune résistance, sans quoi on va parler de notch, c'est-à-dire de spectre anormalement normal des artères au Doppler aux artères utérines. Et ces cellules épithéliales des villosités, en fait, ne sont pas passives, mais sécrètent beaucoup de choses, évidemment des hormones stéroïdes, mais aussi des facteurs anti-angiogéniques, on va le voir, qui peuvent, quand elles sont sécrétées en excès, causer des syndromes maternels, notamment celui de prééclampsie. Alors pendant longtemps, comme on avait remarqué ce défaut d'invasion utérine par le placenta des femmes qui accouchent dans un contexte de prééclampsie, il y avait une hypothèse disant que probablement un utérus qui avait mal été envahi, insuffisamment en tout cas, était à l'origine une réaction placentaire hypoxique et peut-être du coup de la sécrétion d'un facteur qu'on appelait le facteur X et qui rendait la mère malade. Mais ce facteur était inconnu. Il était inconnu, mais il était jugé responsable d'un syndrome qui est probablement un des trucs les plus faciles à diagnostiquer en médecine, d'autant plus qu'on s'intéresse à des femmes jeunes, donc en général normotendue, non protéinurique, enfin. Et c'est défini par l'apparition après 20 semaines d'aménorrhée d'une hypertension artérielle avec les mêmes normes que chez l'adulte non gravide et d'une protéinurie. Alors, dans les vieilles définitions, mesurée sur un échantillon des 24 heures, qui est très difficile à faire, d'autant plus si vous êtes enceinte, et qu'aujourd'hui, on peut mesurer sur un échantillon d'urine, comme en néphrologie classique, et donc par une protéinurie supérieure à 30 mg par millimole de créatine ou 300 mg par gramme. Donc en fait, un diagnostic assez simple, puisque les femmes sont suivies au début de la grossesse, on a la pression artérielle de référence, on a une bandelette urinaire qui typiquement est négative, donc on a une femme qui, après 20 semaines d'aménorrhée, devient hypertendue et protéinurique. Après 20 semaines, c'est 4% des primipares hein, quand même en France, donc c'est une grossesse sur 25, et 2% des non-primipares, donc c'est quelque chose, c'est un syndrome qui est très très fréquent, qui heureusement n'est pas toujours grave, et qui, de temps en temps, et ça c'est, enfin, je pense qu'il faut rendre hommage aux anglo-saxons d'accepter ça, parce que ce n'est pas encore le cas en France, qui peut donner un syndrome toujours de dysfonction endothéliale, mais sans forcément toucher le rein, c'est-à-dire que les Américains et les Anglais reconnaissent que si on a une hypertension qui apparaît avec un HELLP syndrome, une insuffisance rénale aiguë, un OAP, des troubles visuels,
on peut appeler ça une prééclampsie, même si la protéinurie manque. Ça, c'est la nouvelle définition, pas qu'il y a déjà presque 10 ans. Alors, j'ai mentionné le fait que c'était un syndrome donc systémique, hein, hypertension, protéinurie, lié à une dysfonction endothéliale. En fait, la lésion endothéliale, qui est probablement diffuse dans l'organisme, hein, elle touche particulièrement les endothéliums fenestrés, donc dans le rein, les glomérules, le foie, les plexus choroïdes, la thyroïde, enfin machin. Et elle est caractérisée par quelque chose qui est assez subtil, qui ne se voit pas si vous n'êtes pas pathologiste. Moi, personnellement, si je vois un glomérule d'une femme prééclamptique, même si on ne les biopsie plus, hein, je ne verrai pas la lésion, et qui est caractérisée par le fait que le cytoplasme est un tout petit peu turgescent. Vous savez que le cytoplasme, les cellules endothéliales, que vous voyez ici en coupe, hein, dans un capillaire glomérulaire, donc ça c'est une lumière capillaire. Et là, vous voyez qu'en fait, il y a un petit ruban endothélial qui est un petit peu plus important, plus épais que d'habitude. Et cette turgescence endothéliale, que les anapathes appellent l'endothéliose, et pas pathognomonique de la prééclampsie, parce qu'on le voit dans d'autres contextes très rares, mais c'est vraiment la lésion très spécifique de prééclampsie. Donc, quand on a un placenta qui s'est mal ancré, qui va donner un syndrome maternel de type hypertension-protéinurie, la maladie, ou disons le syndrome, est lié à cette anomalie endothéliale qui est due au placenta, puisque on sait qu'un placenta suffit pour être prééclamptique. Ça se voit beaucoup mieux au microscope électronique, mais comme en France, on ne fait pas de microscope électronique, je passe vite. En fait, cette lésion d'endothéliose, qui est difficile à voir en contexte de prééclampsie, sauf quand on est pathologiste, elle se voit même au cours de la grossesse normale, ce qui évidemment est un petit peu perturbant. Et ça, on le sait grâce à un travail qui a été évidemment très critiqué parce qu'il ne faut pas le faire, d'un médecin suédois qui a biopsié 1 mois avant le terme des femmes enceintes qui avaient une grossesse normale pour voir s'il y avait une lésion, puisque les femmes enceintes normales, avec un placenta normal, ont quand même une micro-albuminurie. Et en fait, on la voit, vous voyez, dans la moitié des cas, si on prend la peine d'aller jusqu'au microscope électronique, on voit que l'endothélium glomérulaire d'une femme enceinte normale n'est pas normal, un peu turgescent. Alors, à quoi est lié ce syndrome? Voici un autre QCM, donc je laisse Rémi le lancer. Et je vais finir, puisqu'il est un peu tronqué, en tout cas sur mon écran. Est-ce que ce prééclampsie, donc là je parle du syndrome maternel, parce que le syndrome placentaire, l'anomalie d'ancrage, on va dire, elle est de physiopathologie toujours inconnue en 2021. Est-ce que la mère est malade d'une hyperactivation du système rénine-angiotensin-aldostérone? Est-ce qu'elle est malade à cause, bon, j'ai un peu, on va dire, dévoilé la réponse, mais d'une production excessive de facteurs anti-angiogéniques? Est-ce que ça relève d'une répression de la production de monoxyde d'azote? Est-ce que ça dépend que de la mère ou des 2 parents? Et est-ce qu'elle est mieux comprise aujourd'hui? Je vous laisse répondre. On va vous laisser voter un petit peu, quelques secondes. S'ils ne dorment pas, peut-être qu'ils dorment déjà. Beaucoup aussi. Oh, c'est pas l'heure. Ils sortent peut-être de garde. D'après vous, quels sont les éléments de physiopathologie de la prééclampsie, de prééclampsie? Alors, est-ce que vous n'arrivez pas à voter? Merci de nous dire dans le chat. Oui, je suis curieux. Ouais, c'est étonnant. On aurait peut-être un problème technique. Ah, le sondage est fermé pour certains. Alors, je vais mettre fin au vote et puis je vais le relancer. Partager les résultats. Arrêter le partage. Hop.
sondage fermé, relancé. Alors, est-ce que vous pouvez voter maintenant? Ah oui. Voilà. Bon, désolé pour le problème technique. Je vous propose qu'on mette fin au vote. Donc, la plupart ont écouté. Ok. Donc, en fait, aujourd'hui, on peut dire que la mère est malade, donc hypertension, protéinurie, voire plus, on va voir, à cause du fait que le placenta fabrique un anti-VEGF, donc un facteur anti-angiogénique, qui diminue en effet la production de monoxyde d'azote par l'endothélium. Et il est improbable que ça dépende que de la mère. On va voir que c'est un petit peu compliqué, mais très probablement, puisque le placenta est codé par les deux parents, comme l'enfant, qu'en fait, ce soit une combinaison des deux parents, plus un facteur maternel, mais disons que la mère n'est pas la cause de la prééclampsie. Alors, je reprends la main. Donc, en fait, la découverte du facteur que j'ai appelé facteur X, puisque pendant longtemps, enfin jusqu'en 2002, en fait, on ne comprenait pas pourquoi la mère développait une hypertension, une protéinurie. Elle est venue ni des néphrologues, ni des obstétriciens, ni des cardiologues, enfin, personne, ni des anesthésistes, personne n'y comprenait rien. Elle est venue par hasard, par serendipity, comme on dit, des oncologues qui un jour ont publié les résultats de l'effet de l'Avastin, dont vous avez entendu parler, le bevacizumab, un anti-VEGF, un anticorps monoclonal anti-VEGF, dans le cancer du côlon chez des hommes. Et en fait, ils ont rapporté à l'ASCO en 2002 que, en gros, un quart des malades développaient un syndrome qui s'appelait hypertension et protéinurie, et qui aujourd'hui sert à titrer ce médicament anti-angiogénique, au passage. Alors, l'Avastin a été commercialisé parce qu'en fait, ça ajoutait un bénéfice en termes de survie dans le cancer du côlon. Mais il y avait cette découverte d'un nouveau syndrome, hypertension-protéinurie, chez l'homme atteint d'un cancer du côlon. Il se trouve que, pour l'anecdote, mais c'est important quand même, un des néphrologues qui a vu un des premiers cas de ce syndrome hypertension-protéinurie sous anti-VEGF, Vikas Soukatme, avait un bureau qui était juste à côté de celui de Lindheimer, qui est un vieux néphrologue qui est toujours vivant, et qui non seulement s'intéresse qu'à la prééclampsie depuis 60 ans maintenant, mais qui en plus fait tout le temps des farces. Et donc, devant ce résultat, il fait une blague à Soukatme en disant c'est des patients qui ont évidemment une prééclampsie. Mais en fait, comme on ne connaît pas à l'époque le facteur X produit par le placenta mal ancré, on va dire, Soukatme a l'idée fait l'hypothèse que peut-être le placenta fabrique un anti-VEGF, pas le bevacizumab évidemment, mais peut-être un analogue. Et donc, il demande à Karu Manchi, un de ses élèves qui est à Boston, de regarder si dans les gènes transcrits par les placentas normaux versus prééclamptiques, il n'y a pas une dérégulation d'un anti-VEGF. Alors, en fait, quand vous comparez, c'est pas beaucoup de placentas, c'est 20 placentas dans chaque groupe, les placentas prééclamptiques versus normaux, et que vous regardez que les gènes qui codent pour des protéines susceptibles de passer dans la circulation maternelle parce que codent pour des protéines solubles, petits, et puis l'anthropisme endothélial, vous tombez à 20 gènes, et dans ces 20 gènes, il y a un anti-VEGF, qui est le récepteur soluble du VEGF. Alors, pourquoi c'est un anti-VEGF, cette protéine qu'on va appeler FLT1, SFLT1 ou SVEGFR1? Parce qu'en fait, c'est le récepteur du VEGF, mais à la différence du récepteur normal qui est sur l'endothélium et qui permet au VEGF de transcrire un signal de survie, donc pro-angiogénique, si vous fabriquez le facteur soluble, ce que fait le placenta prééclamptique, et que cette protéine se met à circuler, elle va capter le VEGF, par exemple dans le sang de la mère, et ainsi priver la mère de son VEGF qui devait nourrir l'endothélium. Donc c'est un anti-VEGF, on va dire, naturel. Et donc ils font l'hypothèse, puisque le placenta fabrique un excès de FLT1 quand la mère accouche dans un contexte de prééclampsie, que peut-être la mère est malade d'un tonus anti-angiogénique, anti-VEGF. Alors,
c'est compliqué de le raconter dans l'ordre chronologique, mais en gros, ils vont à différents moments montrer, ici c'est les villosités placentaires en couple, que le placenta d'une femme prééclamptique exprime des tonnes de FLT1 par rapport à un placenta normal, ici en immunohistochimie. Ils vont montrer que les femmes prééclamptiques ont en effet beaucoup de cette protéine qui circule, et d'autant plus que la prééclampsie est sévère, et aussi que quand la femme accouche, c'est les barres blanches. Il n'y a plus de FLT1, ce qui veut dire que le placenta en était probablement la source. Et puis surtout, et ça c'est l'expérience majeure, expériencia crucia comme on dit, que quand on infecte des rats gravides, qui ne font jamais de prééclampsie, hein, encore une fois, les femmes sont les seules à en faire, avec un virus qui amène le gène humain de FLT1, on peut, ou avec un virus vide, donc l'expérience est contrôlée, on peut induire une hypertension, une protéinurie, et on peut induire la lésion d'endothéliose, alors qui ici se voit, même si vous n'êtes pas néphrologue, puisque vous voyez en haut le glomérule d'une rate infectée avec un virus vide, vous voyez que vous reconnaissez les lumières des capillaires glomérulaires. En bas, le glomérule d'une rate infectée avec un virus qui code pour FLT1, vous voyez que l'endothélium, il n'y a plus beaucoup de lumière, ça veut dire que le cytoplasme endothélial est turgescent. Et puis avec le temps, ils vont montrer qu'en fait, les femmes prééclamptiques, c'est la courbe rouge, ont un décalage de la production de FLT1 qui se voit dès la 20e semaine d'aménorrhée. Ce qui est intéressant puisque donc, depuis l'Antiquité, on sait que ce syndrome n'apparaît pas avant, c'est après la 20 semaines d'aménorrhée qu'on peut développer une hypertension et une protéinurie. Mais l'élévation de FLT1 précède les signes cliniques de prééclampsie, ce qui est toujours rassurant en médecine. Et puis, je vais aller très vite, mais en gros, vous savez que la prééclampsie, on sait que le poids de la génétique est important, puisqu'on estime qu'il est de l'ordre de 50%. Mais toutes les études de GWAS, comme on dit, c'est-à-dire qui recherchaient de l'influence de polymorphisme sur le syndrome, avaient échoué, parce qu'en fait, tout le monde regardait les gènes de la mère. Et en fait, en 2017, il y a quelqu'un qui a eu l'idée de faire une GWAS sur les polymorphismes génétiques du placenta, donc codé par le père et la mère, et qui a montré qu'en fait, il y avait un seul locus associé à la prééclampsie chez la mère. Et ce locus, comme par hasard, c'est celui de FLT1. Dans certains cas, donc en réanimation, vous êtes bien placé pour le savoir, cette dysfonction endothéliale, on va dire, est grave parce que le phénotype de l'atteinte endothéliale du foie est beaucoup plus grave que celle du rein. Au pire, on va avoir une nécrose tubulaire aiguë, mais dans le foie, ça peut activer la coagulation, donc probablement par nécrose endothéliale, et donner donc une microangiopathie thrombotique dans le foie, qui est une des causes de mortalité de ce syndrome, même dans les pays riches. Donc là, on parle de MAT, donc simplement qui est localisé dans le foie, donc c'est un peu comme le SHU qui est localisé dans le rein, mais là, c'est dans le foie. Et quand vous regardez, bon, ici, c'est une pièce d'autopsie parce que c'est parfois mortel, hein. Quand vous utilisez ici, c'est une coloration bleue de tungstène qui colore la fibrine en bleu, vous voyez qu'il y a une micro-angiopathie thrombotique du foie massive. Ce HELP syndrome, qui est un des trucs qu'on redoute chez les femmes prééclamptiques, avec la crise tonico-clonique généralisée, elle est cliniquement associée à un symptôme qui est la barre épigastrique. Et biologiquement, c'est un syndrome de microangiopathie thrombotique tout à fait classique avec anémie, thrombopénie, élévation des transaminases, des LDH et présence de schizocytes. Le truc compliqué quand on est néphrologue ou réanimateur, c'est qu'en fait, 30% des HELP syndromes ont une insuffisance rénale aiguë. Et encore une fois, si vous êtes dans un contexte de HELP syndrome, vous avez forcément une microangiopathie thrombotique. Donc, si vous croisez dans votre tête microangiopathie thrombotique et insuffisance rénale aiguë, vous allez vous demander si vous n'êtes pas en face d'un CHU typique ou un CHU atypique. Or, ce n'est pas du tout ça. À la différence des patients qui avaient un cancer du côlon, qui ont été exposés à un anti-VEGF à des doses, du coup, peut-être pas comparables à ce que fabrique un placenta, mais on peut voir dans ces cas-là des lésions de microangiopathie thrombotique. Ça a été rapporté au tout début. Dans le HELP syndrome, pardon, je reviens en arrière, dans le HELP syndrome, il n'y a pas
il me manque une diapositive, là je suis désolé, mais il n'y a pas de microangiopathie thrombotique dans le rein. Donc je m'arrête un peu parce que c'est capital de comprendre ça. Une femme qui a une prééclampsie compliquée de HELLP syndrome, typique avec barre épigastrique, microangiopathie thrombotique, a une chance sur 3 environ de se présenter en insuffisance rénale aiguë. Et il ne faut surtout pas croire que c'est une microangiopathie thrombotique dans le rein qui va nécessiter des échanges plasmatiques, de l'éculizumab ou que sais-je. C'est une nécrose tubulaire aiguë et la MAT n'est que dans le foie. Alors, on passe à la deuxième partie qui va être plus rapide du topo. Est-ce que en 2021, il y a des progrès thérapeutiques qui ont découlé de cette découverte, alors que je vous dis, je n'ai pas fait dans l'ordre chronologique, mais qui date de 2003, donc on est à 18 ans de recul. Donc je vois qu'on a 3 pessimistes sur 3. Vous avez raison. C'est long. 6 sur 6. 7 sur 7. Ah! Il faut capturer une personne qui croit au progrès. Allez, encore quelques secondes, je vais mettre fin au vote. Ouais. Hop. Bon, voilà. Ok. Bon, beaucoup de pessimistes. Bah, en fait, bon, il y a une personne optimiste qui a un petit peu raison. La majorité a quand même très raison, on va voir. Mais en fait, j'ai mis oui, mais vous allez voir qu'il faut tempérer un petit peu. J'ai mis oui parce qu'en fait, comme on a identifié, comme il a été identifié cette protéine comme responsable du syndrome maternel de prééclampsie, des gens ont essayé de l'enlever. En fait, c'est le même groupe, mais qui a travaillé en Allemagne pour des raisons d'accord de comité d'éthique, qui ont essayé des aphérèses de Fleetwood en utilisant les membranes qu'on utilise pour les dyslipidémies graves. Là, vous savez, les membranes chargées de dextran, bon, peu importe. Et en fait, si on soumet des femmes prééclamptiques à un traitement, du coup, c'est invasif, c'est une circulation extracorporelle. Et puis, on peut arriver à faire baisser d'environ 20% la concentration de FLT1 avec un effet sur la protéinurie, sur l'hypertension artérielle, qui a été confirmé dans un tout petit essai américain. Vous voyez, c'est 11 femmes, 17 sessions. C'est pas anodin parce que ça permet de gagner un petit peu de temps. Nous, on l'a essayé à Paris dans le cadre d'un PHRC qu'on a tout de suite arrêté parce qu'en fait, 48 heures après, pour des cas qu'on avait pris beaucoup plus graves exprès, on avait un effet rebond ou disons une efficacité insuffisante qui faisait que la césarienne à chaque fois était organisée en extrême urgence. Mais enfin, sachez qu'il y a des gens qui travaillent sur des techniques d'aphérèse spécifiques de FLT1 et que ça marchera peut-être, et je pense notamment à l'équipe de Cochin. Le gros progrès, que vous n'avez peut-être pas vu arriver parce que c'est quand même très hors AMM tout ça, c'est le Viagra. Donc je m'explique. En fait, le groupe de Karomanchi, toujours le même, a redémontré, ça fait du bien de temps en temps, que quand on est enceinte, on a, comme vous savez, une tension qui baisse un petit peu parce qu'on devient résistant aux vasoconstricteurs endogènes, et notamment ici l'angiotensine 2. Vous voyez, donc c'est des souris qui ne sont pas du tout malades, qui tombent enceintes ou pas, à qui on injecte de l'angiotensine 2 et on voit que les souris gravides répondent moins bien à l'angiotensine 2. Tout ça est connu depuis très longtemps, mais c'est redémontré. Et quand on infecte ces souris avec un virus qui amène le gène humain de FLT1, on voit, par rapport à un virus vide, qu'on perd ce défaut de résistance à l'angiotensine 2. Donc, ça veut dire que quand on a un placenta qui s'est mal ancré, si on essaye de transposer à la femme, et que le placenta fabrique beaucoup d'angiotensine 2, beaucoup de FLT1, pardon, on va se comporter comme une femme non enceinte et en fait répondre aux vasoconstricteurs endogènes et peut-être du coup développer une hypertension artérielle. Alors comment on peut imaginer la physiopathologie de ce truc-là? En fait, c'est très simple. Quand le VEGF touche son récepteur endothélial, ça active dans l'endothélium la synthèse de monoxyde d'azote qui va en fait diffuser
dans les cellules musculaires lisses, aboutir à la production de GMP cyclique et puis induire une vasodilatation. Si vous avez du FLT1 qui circule, donc un anti-VEGF, donc un anti-NO, vous avez un défaut de production de GMP cyclique et donc peut-être un défaut de vasodilatation. Et donc, ces auteurs, toujours les mêmes, ont eu l'idée de donner du Viagra parce que le Viagra, qui au départ était censé être un donneur de NO sans échappement comme ce qu'on voit avec la trinitrine ou ce qu'on voyait avec la molsidumine, le Viagra marche en fait en inhibant la protéase, la PDE5, qui dégrade le GMP cyclique. Donc, à même tonus de NO, puisque vous dégradez plus le médiateur, vous avez une vasodilatation. En fait, bon, le médicament a eu le succès que vous savez parce que, en fait, ça a surtout marché dans la dysfonction érectile. Mais en fait, ils ont eu l'idée de tester le Viagra dans ce modèle et même ce syndrome finalement lié à un tonus anti-VEGF, donc anti-NO. Donc peut-être qu'en maintenant la survie du GMP cyclique, on pouvait avoir un effet anti-hypertenseur via une vasodilatation. Alors, en fait, c'est ce qu'ils voient chez la souris. Vous voyez ici, alors c'est un peu compliqué parce qu'on est chez des souris gestantes, toutes infectées avec un virus qui code pour FLT1 et à qui on donne ou pas du Viagra. Et vous voyez que le Viagra a un effet anti-hypertenseur remarquable qui, en plus, agit probablement aussi dans la sphère utéroplacentaire et maintient ainsi disons une croissance fœtale. Du coup, ça a été testé chez les femmes prééclamptiques et pour l'avoir utilisé plusieurs fois, je peux vous confirmer ce qui est montré ici, c'est-à-dire que c'est un excellent anti-hypertenseur chez la femme enceinte prééclamptique, vous voyez, avec un effet, une baisse de 10 mm de mercure de la moyenne de pression artérielle. C'est très, très supérieur à ce qu'on voit avec le Loxène, l'Aldemètre, le Trandate, etc. Donc, ça pourrait théoriquement être le premier antihypertenseur de la prééclamptique sévère avec une hypertension, parce que je ne vais pas en parler, mais ce qu'on craint évidemment, c'est l'éclampsie qui est quand même assez liée au niveau de pression artérielle. C'est très bien toléré, comme chez l'homme qui a une dysfonction érectile, ça donne un petit peu mal à la tête, mais en gros, il n'y a pas eu de signal inquiétant. Sinon que, puisque ça améliorait les résistances dans la sphère utéroplacentaire, les gynécologues se sont mis à l'utiliser dans le retard de croissance intra-utérin tout venant, sans efficacité, mais par contre avec une toxicité, un effet très indésirable, puisque dans une étude qui a été mondiale, il y a un pays, la Hollande, où il y a eu des hypertensions artérielles pulmonaires du nouveau-né, avec 11 morts quand même. Ça a été vu dans aucun autre pays, mais on imagine qu'il y a des nouveau-nés, alors pourquoi Hollande, j'en sais rien, mais qui ont eu un syndrome de sevrage de ce traitement finalement pro-monoxyde d'azote et qui, vous savez, est indiqué dans l'hypertension artérielle pulmonaire de l'adulte. Pour le coup, du coup, c'est interdit de l'utiliser in utero. Il faut attendre que la femme ait accouché. Mais si vous avez dans vos lits des prééclamptiques très sévères qui n'ont plus de placenta, qui ont accouché, quoi, l'enfant ne sera pas exposé aux médicaments, c'est probablement un traitement antihypertenseur de choix que personnellement j'utilise en première ligne. Voilà. Juste pour finir, la situation peut être encore plus compliquée que ça. Quand je dis que ça veut dire non seulement qu'une grossesse normale avec un placenta qui fabrique un peu de facteurs anti-angiogéniques qui perturbent l'endothélium maternel normal, plus compliqué même encore que si le placenta s'est mal ancré et fabrique un anti-VEGF qui va rendre la femme encore plus sensible à une agression parce que l'endothélium est gros et probablement les tubes du coup sont un peu moins bien vascularisés. Mais vous savez que dans la vie, de temps en temps, l'accouchement est compliqué d'hémorragie de la délivrance, que la prise en charge de l'hémorragie de la délivrance, et c'est tant mieux, c'est enrichi de l'utilisation de médicaments procoagulants et antifibrinolytiques comme l'Hexacil, qui marche dans tous les syndromes hémorragiques, mais qu'à un moment donné, en France, il y a eu une dérive, c'est-à-dire que l'Hexacil a été utilisé à des doses très au-delà de ce qui avait été recommandé par la HAS,
Et du coup, on a vu une augmentation de l'incidence de quelque chose qu'on ne voit pas souvent en néphrologie, mais qui est particulièrement grave parce que c'est irréversible, qui est la nécrose corticale. Marie Frima avait repris les cas de 18 dossiers, mais il y en avait eu d'autres, hein, de Lille et Paris, de patientes qui avaient une hémorragie à la délivrance et des doses qui pouvaient aller jusqu'à 5 à 15 grammes d'hexacyle. Et là, en fait, ça se passe mal, c'est-à-dire que vous arrivez à coaguler même le cortex. Mais pour rassurer tout le monde, hein, si on utilise l'hexacyle à des doses recommandées, c'est-à-dire 1 gramme plus ou moins 1, parce qu'il y a une hémorragie à délivrance, eh bien non seulement on a probablement, c'est une étude compliquée, mais un effet bénéfique sur le syndrome hémorragique, mais en plus, on n'a pas de signal d'insuffisance rénale aiguë grave. Donc, je vous dis juste ça pour vous dire que une femme enceinte, c'est très compliqué parce qu'il faut intégrer à la fois le placenta, le terrain maternel, le terrain peut-être paternel, enfin en tout cas des gènes paternels, et puis les docteurs, les médicaments qui sont donnés. Donc, le dernier QCM, c'est pour vous faire raisonner sur une patiente de 32 ans, primipare, qui a une grossesse qui se déroule normalement, mais qui, en raison d'un travail long, fait une atonie utérine qui est compliquée, d'une hémorragie de la délivrance massive, hein, vous voyez, 2,7 litres, et qui est traitée par ballon de Bacry, prostaglandine, culoglobulaire, plasma, fibrinogène, hexacyle, et qui nous avait été transférée pour une insuffisance rénale aiguë sévère, anurique, déchoquée, donc elle avait survécu à l'hémorragie de la délivrance, avec, vous voyez, anémie, thrombopénie, LDH, aptoglobine indosable, pas de schizocyte, mais bon, ça vaut ce que ça vaut, élévation des azates, des urines bon, qui sont compliquées à interpréter dans ce contexte. Et donc, ma dernière question, c'est ça, c'est à votre avis, qu'est-ce qui fait qu'elle est en insuffisance rénale aiguë? Est-ce qu'elle a une nécrose tubulaire? Est-ce qu'elle a une nécrose corticale? Ou est-ce qu'elle a une microangiopathie thrombotique? Question compliquée. Compliqué, hein? Mais c'est souvent comme ça dans la vraie vie. Mais c'est exactement. En fait, c'est souvent comme ça dans la vraie vie. Allez, on va laisser encore quelques secondes de réflexion. Ok, je vais mettre fin au vote. Ok. Donc, ce qui est sûr, je rejoins la majorité, et en pratique, c'est ce qu'elle aura, hein, c'est qu'elle a une nécrose tubulaire aiguë ischémique, puisqu'en fait, elle a une hémorragie majeure sur un endothélium gravide. Et donc, le minimum qu'elle a, c'est une nécrose tubulaire aiguë. La question, effectivement, à se poser, c'est est-ce qu'elle a une nécrose corticale? Donc, on ne fera pas l'économie dans l'angio-IRM parce qu'elle a reçu de l'hexacyle, et même sans hexacyle, de toute façon, l'hémorragie de la délivrance est une cause de nécrose corticale. Donc, il faudra faire l'angio-IRM, mais comme vous avez vu, elle a eu une dose, on va dire, raisonnable d'hexacyle. Microangiopathie thrombotique, c'est le piège, hein, et c'est en fait la cause de la plupart des appels qui m'arrive d'avoir pour essayer de discuter le diagnostic différentiel. Finalement, elle a une anémie, une thrombopénie, elle a des LDH qui sont élevés, une aptoglobine nulle, des schizocytes, bon, elle n'en avait pas, mais on a le droit d'en avoir. Mais là, ce n'est pas une microangiopathie thrombotique. C'est là, donc je suis content qu'il y ait des gens qui aient répondu ça, parce que c'est ça qu'il faut discuter. L'anémie et la thrombopénie sont liées à une spoliation sanguine, parfois à une CIVD. L'élévation des azates, c'est lié au fait que des azates, il y en a partout. Des alates, par contre, c'est spécifique du foie, et vous aurez peut-être noté que les alates étaient normales. Les schizocytes, elle n'en avait pas, mais encore une fois, elle pourrait en avoir. L'aptoglobine n'est pas interprétable parce qu'elle a été massivement transfusée. Donc, dans les culoglobulaires, vous avez parfois des hémacylisés, donc l'hémoglobine libre est captée par l'aptoglobine, donc ça n'a aucune valeur. Et donc, en fait, il faut se donner 3 jours pour être sûr que c'est pas ça, mais il faut raisonner, je pense, peut-être un peu simplement, si vous voulez, mais en disant le contexte, c'est pas celui d'un syndrome hémolytique et urémique du postpartum qu'on découvrirait après un accouchement. Le contexte, c'est celui d'une hémorragie majeure de la délivrance. Et donc, je pense qu'il faut rattacher tout à ça. Bon, c'est plus simple avec le recul. Mais donc, ce qu'il faut écarter chez cette patiente en particulier, c'est la nécrose corticale.
Donc, je vous ai mis l'image en bas qu'on attend quand il y a une nécrose corticale. Vous voyez que la capsule est vascularisée, donc vous avez un liseré blanc, mais tout ce qui est en dessous de la capsule, le liseré noir, là, c'est le cortex. Et là, c'est une IRM de quelqu'un qui a une nécrose corticale. Notre patiente, en l'occurrence, elle n'avait pas la nécrose corticale. Donc voilà ma dernière diapositive. C'est pour vous dire que quand vous avez une femme enceinte d'embolie, c'est compliqué parce qu'en fait, elle a un placenta qui modifie son endothélium de façon diffuse, mais en tout cas beaucoup celui du rein, qui donne donc cette endothéliose qui peut être physiologique, qui peut être pathologique si le placenta c'est mal ancré. Et donc, on peut avoir un syndrome maternel de prééclampsie, mais il peut se passer d'autres choses, une hémorragie de la délivrance, des médicaments, etc., qui peuvent aller plus loin. Et donc, parfois, c'est des situations compliquées. Donc, maintenant, je vais prendre vos questions et rendre l'écran. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre présentation qui était très didactique et très claire. On a une question qui est par rapport aux essais thérapeutiques d'aphérèse de FLT1 soluble. Quel était le délai entre le diagnostic de la prééclampsie et l'initiation de l'aphérèse? Alors, en fait, c'est des délais de quelques jours parce que tant les Américains que nous avons testé l'aphérèse non spécifique, donc par des colonnes d'Ali, réservées aux dyslipidémiques, chez les patientes, pour les Américains qui avaient une prééclampsie, on va dire, assez précoce, et à Paris, pour nous, pour des patientes qui avaient une prééclampsie encore plus précoce, au point que ça compromettait la survie fœtale. Et d'ailleurs, il y a un des deux nouveau-nés qui est mort, bon, qui serait mort sans l'aphérèse, je pense. Et donc, dans des situations particulièrement sévères. Donc, en fait, on avait un diagnostic de prééclampsie. On n'a pas besoin d'avoir le dosage de FLT1, parce qu'il n'y a pas de prééclampsie sans élévation de FLT1. Donc, c'était un traitement, on va dire, une procédure qui était tentée très rapidement dès le diagnostic de prééclampsie. On n'avait pas besoin de confirmation biologique, etc. A posteriori, on a regardé l'effet de l'aphérèse sur la concentration de FLT1, et comme les Américains, on a vu une diminution. Bon, dans nos mains, c'était 18%, les Américains 19%, peu importe. Ça diminue un peu FLT1, quoi. Mais dans des situations aussi cataclysmiques que les nôtres, on n'a rien gagné. Les Américains, dans des situations plus modérées, on va dire, mais quand même avant 34 semaines d'aménorrhée, donc on gagnait 3 jours. Bon, 3 jours, les pédiatres peuvent penser que c'est important, quoi. Nous, on était dans des situations entre 20 et 25 semaines d'aménorrhée où on voulait plutôt gagner quelques semaines, quoi. Donc, on espère plus, si la technique se développe, on verra, de moyens d'aphérèse spécifiques plus efficaces, quoi, pour des situations très sévères. Parce que, je ne l'ai pas dit, mais si vous faites une prééclampsie à 34 semaines d'aménorrhée, c'est pas très, très important. C'est-à-dire que et la mère et l'enfant vont survivre sans handicap, etc. Si vous êtes entre 27 et 34 semaines d'aménorrhée, c'est quand même embêtant parce qu'il y a des gros enjeux de prématurité. Et si c'est avant 25 semaines d'aménorrhée, c'est une mort fétale garantie. Donc, c'est là-dessus qu'il faut essayer de faire des progrès, quoi. Merci. Tant qu'on ne comprend pas le problème placentaire. Et autre question par rapport au FLT1 soluble, c'est certains auteurs, Martine notamment, préconise ou en tout cas promeut les échanges plasmatiques dans la prééclampsie. Est-ce que vous pensez que les échanges plasmatiques pourraient marcher par le biais du retrait de ce FLT1 soluble? Ouais, alors, il n'y a pas eu beaucoup d'études sur les échanges plasmatiques, mais bon, c'est vrai que c'est une protéine, donc pourquoi pas. La seule étude qui a eu un peu d'envergure, elle est négative. C'est compliqué parce qu'en fait, quand on fait un échange plasmatique, on enlève tellement de trucs qu'en fait, on ne sait pas très bien ce qu'on fait. Dans les microangiopathies thrombotiques non gravidiques, le seul intérêt de l'échange plasmatique, c'est d'apporter du plasma en masse. Et l'échange, il sert à éviter l'œdème aigu pulmonaire. Dans la prééclampsie, si vous faites un échange plasmatique, vous allez enlever FLT1, vous allez enlever VEGF, vous allez enlever PLGF, qui est un autre ligand dont on n'a pas parlé. Mais en fait, personne le fera, quoi. Ouais. La seule étude est négative, voilà. Merci. Par rapport au diagnostic précoce et éventuellement le suivi des prééclampsies, est-ce que vous pensez que ça sera possible dans les années à venir, ou que c'est peut-être actuellement possible, de doser FLT1 soluble? Ah oui, alors en fait, vous devez savoir que le dosage de FLT1,
il est disponible quasiment en routine. Alors en fait, on va même un peu plus loin, c'est-à-dire que pour sensibiliser le dosage, on dose le rapport FLT1 sur PLGF. J'en ai pas parlé, mais c'est de l'autre ligand de FLT1 avec le VEGF, qui est surtout produit par le placenta donc pendant la grossesse. Et comme FLT1 monte et capture le PLGF libre, FLT1 monte, PLGF baisse, donc le rapport FLT1 sur PLGF augmente beaucoup. Et si vous êtes en face d'une femme enceinte qui a un rapport FLT1 sur PLGF en dessous de 38, puisque c'est les mêmes unités, vous pouvez lui dire qu'elle ne fera pas de prééclampsie dans le mois qui vient. Et ça, c'est disponible en routine. Le problème, c'est que comme c'est un syndrome assez brutal et qu'il n'y a pas d'autre traitement en 2021 que la délivrance, en tout cas en attendant la délivrance, je vous ai parlé du Viagra, il n'y a aucun intérêt aujourd'hui à le faire pour inquiéter des femmes ou prédire une prééclampsie qui, de toute façon, devra être traitée de façon conventionnelle, c'est-à-dire par la délivrance, sur des arguments qui sont indépendants de la concentration de FLT1. Et tout à fait, c'est disponible en routine, hein, vous pouvez le prescrire. Si vous le faites en ville, sachez quand même que ce ne sera pas remboursé. Ça coûte à peu près 100 €. Et donc, faut être convaincu que, hors étude de recherche, hein, que c'est utile. Hein. Moi, je pense que ça ne sert à rien hors étude, quoi. Merci beaucoup. J'ai un petit truc qui me turlupine, c'est pourquoi est-ce que dans la prééclampsie et dans le HELP syndrome, il y a de la mat dans le foie et pas dans le rein? J'aimerais bien savoir répondre à cette question. Ce que ça prouve, en tout cas, c'est que chaque endothélium, c'est bizarre de dire ça, hein, je m'en aperçois en le disant à chaque fois, mais chaque endothélium est différent. Pourquoi, quand on a une anomalie génétique, enfin une variation génétique sur la voie alterne du complément, on fait une atteinte essentiellement rénale? Pourquoi, quand on a un anticorps qui neutralise la MTS13, on a des signes essentiellement neurologiques? Pourquoi, quand on a un placenta qui fabrique FLT1 et puis d'autres facteurs anti-angiogéniques, on fait une mat dans le foie et pas ailleurs? Tout ça veut dire que chaque organe a quand même un endothélium qui finalement est un peu différencié et pas un endothélium générique comme partout, quoi. Et donc, ça veut dire que probablement la capacité de chaque endothélium à se défendre devant l'agression placentaire, c'est-à-dire ces facteurs anti-angiogéniques, peut-être que le foie est moins bien armé, quoi. Mais dans le foie, en tout cas, pour peut-être faire une réponse plus scientifique, il y a toujours un papier de Karomanchi qui montre qu'il y a FLT1 qui compte et un anti-TGF-bêta, qui est l'endoglyne soluble, qui semble aussi déterminant. Et pour autant, ça n'a pas l'air du tout dose dépendant. Enfin, c'est compliqué, mais probablement, c'est des histoires géographiques. Merci. Et une autre question pratique, c'est comment on peut différencier en fin du 3e trimestre un syndrome urémique hémolytique d'un HELP syndrome? Est-ce qu'il y a des éléments Alors, on a travaillé là-dessus, toujours avec des patientes de Lille, de Nancy, de Paris, etc. Ce qui semble, c'est que quand on s'est débarrassé du placenta, au bout de 3 jours, on sait quoi. Parce que une microangiopathie thrombotique, alors c'est rarissime, hein, les déficits de la voie alterne du complément, mais enfin, si vous ne donnez pas d'éculizumab, vous allez vers une mort rénale. Si vous n'identifiez pas un PTT, vous pouvez aller vers la mort cérébrale. Donc, il faut évidemment se poser toutes ces questions à chaque fois. Mais ce que montrent les dossiers des patientes, c'est que 3 jours après avoir extrait le placenta, une matte placentaire disparaît. Donc, c'est ça qui fait la différence, c'est les plaquettes qui remontent à J3. Après, le truc très compliqué, mais enfin là, c'est vraiment très compliqué, c'est qu'il y a des patientes qui sont dans un contexte non prééclamptique, par exemple l'hémorragie de la délivrance, avec des médicaments antifibrinolytiques, qui finalement se présenteront comme la patiente que je vous ai montrée avec anémie, thrombopénie, finalement, pourquoi pas suspicion de mat, hein, mais qui n'ont pas de prééclampsie et qui ne vont pas guérir. Et celles-là, on a quand même l'impression qu'on peut les stabiliser avec un peu d'éculizumab, ce qui veut dire qu'il y a peut-être quand même des microangiopathies thrombotiques spécifiques du contexte postpartum, mais sans variation génétique sur la voie alterne. Et c'est des patients très très rares, mais comme j'en ai vu 3, je me méfie quand même, parce que il faut, si la patiente n'est pas guérie à J3, en gros, il faut
il faut serrer les fesses pendant 3 jours et au bout de 3 jours, on peut raisonner. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je crois qu'on a fait le tour. Bon. Je vous propose qu'on s'arrête là. Merci beaucoup. Ouais, on a perdu. Merci Jourdain. Merci beaucoup en tout cas pour votre participation. Ouais, je vous en prie. Et puis bon courage. Ouais, merci. Bonne soirée à toutes et à tous. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir.